La semaine dernière, le patron de la Réserve fédérale a annoncé que l'augmentation continue des taux d'intérêt va être très douloureuse pour la croissance économique et pour l'emploi. Il prépare les esprits à une augmentation du chômage, car c'est selon lui la seule issue pour faire baisser l'inflation historique qui s'abat sur l'Occident. Est-ce que l'augmentation des taux d'intérêt va réellement permettre de faire baisser l'inflation? Quelles seront les conséquences à court, moyen et long terme sur les marchés financiers? Faut-il paniquer? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les marchés boursiers risquent de souffrir pendant encore 2 ou 3 années, mais qu'éventuellement les choses vont s'améliorer. Et en attendant, je vais vous prodiguer quelques conseils qui vont vous permettre de faire face à la tempête. Une chose est certaine, c'est que l'augmentation des taux d'intérêt va exercer une grosse pression sur les marchés financiers, le marché obligataire, l'immobilier et même les crypto-monnaies. Avec l'augmentation des taux d'intérêt et l'augmentation du rendement de l'épargne, et les investisseurs favorisent les fondamentaux à la spéculation. Comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente que je vous invite à consulter, l'inflation actuelle est le résultat de plusieurs facteurs concomitants. D'une part, l'inflation est le résultat de l'expansion monétaire massive post-Covid, et les gouvernements occidentaux ont en parallèle injecté des milliers de milliards de dollars dans l'économie réelle afin de stimuler l'économie et éviter une récession, ce qui, d'une part, provoque de l'inflation. D'autre part, le Covid a également créé une disruption très forte sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qui crée de l'inflation puisqu'il n'y a pas assez d'offres pour satisfaire la demande, mais il y a également eu une grosse disruption sur le marché du travail avec beaucoup de secteurs qui peinent à trouver des travailleurs. Il y a aussi une crise énergétique qui a été créée suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une crise des matières premières en général, et donc il y a un choc de l'offre très important qui crée un déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui a tendance également à créer de l'inflation. Et enfin, il y a une sorte d'effet boule de neige qui se met en place où tout le monde commence à augmenter ses prix sous prétexte de l'inflation, parfois c'est justifié, parfois ça ne l'est pas, et finalement tout le monde accepte cette hausse des prix généralisée puisque les esprits ont normalisé le fait que tous les prix augmentent de toute façon. Et donc ces trois facteurs créent de l'inflation. Au-delà des considérations monétaires, c'est surtout le choc de l'offre qui crée les tendances inflationnistes actuelles. Il y a en effet trop de demandes par rapport à l'offre disponible de biens, de services, de matières premières et d'énergie. La Réserve fédérale ne peut malheureusement pas imprimer plus d'énergie, plus de matières premières. Elle ne peut pas non plus forcer les gens à travailler dans des secteurs peu attractifs, tels que la restauration par exemple. De plus, le contexte géopolitique mondial est extrêmement tendu en ce moment, avec le conflit qui oppose les Occidentaux et la Russie, et les gouvernements occidentaux sont forcément peu enclins à lever les sanctions à l'encontre de la Russie, ce qui pourrait renormaliser certaines chaînes d'approvisionnement. Donc il se peut que ces tensions continuent à s'exercer pendant un avenir proche. Donc forcément, les banques centrales sont sous pression pour s'attaquer à l'inflation, bien que l'inflation ne soit pas un phénomène strictement monétaire. Alors du point de vue de la banque centrale, la seule solution consiste à réduire la demande, ce qui, elle l'espère, réduira l'inflation. Et donc certains économistes parlent de la destruction de la demande par la Réserve fédérale américaine. En quoi est-ce que cela consiste? La destruction de la demande consiste à réduire drastiquement la demande en produits, en services, en énergie, en matières premières. Non seulement des individus et des ménages, mais également des entreprises. En augmentant les taux d'intérêt, la Réserve fédérale augmente le coût du crédit, ce qui décourage les individus, les ménages et les entreprises à contracter des prêts pour consommer et pour investir. S'il y a moins de consommation et moins d'investissement, forcément, il y a moins de demande globale. C'est un premier levier de destruction de la demande. S'ensuit donc logiquement une baisse des revenus des entreprises et donc potentiellement une baisse de la rentabilité des entreprises. Si les revenus et les profits des entreprises baissent, celles-ci vont moins investir et embaucher. C'est un cercle vicieux qui semble déjà enclenché et on voit beaucoup d'entreprises qui commencent à annoncer des gels d'embauche, des licenciements, donc ce qui laisse croire que finalement cette stratégie d'augmentation des taux d'intérêt mène déjà aux résultats qui sont escomptés, c'est-à-dire un certain ralentissement de l'activité économique qui commence déjà à produire un petit peu de chômage. C'est donc le deuxième levier de destruction de la demande. Et enfin, l'augmentation des taux d'intérêt augmente le rendement de l'épargne, ce qui encourage les investisseurs à épargner plutôt qu'à investir. Et donc la conséquence directe de l'épargne plutôt que l'investissement, c'est de refocaliser l'intérêt des investisseurs sur l'immédiat et non pas sur le long terme, ce qui aboutit à une baisse des investissements dans les secteurs d'avenir, dans les technologies innovantes, ce qui veut dire que beaucoup de petites entreprises, ou les entreprises cotées en bourse qui lèvent des financements via l'émission d'actions, eh bien, elles vont moins pouvoir récolter de financement de la part des investisseurs, ce qui, encore une fois, va ralentir l'activité économique. C'est le troisième levier de destruction de la demande. Ainsi, il se peut que l'augmentation agressive et continue des taux d'intérêt, qui pourrait se poursuivre jusqu'en 2023 ou 2024, eh bien, tout cela va forcément finir par créer du chômage. S'il y a moins d'activité économique, mécaniquement, le chômage va augmenter. Si le chômage augmente, cela veut dire que l'activité économique va ralentir et que le revenu des ménages va diminuer.
Si les revenus des ménages diminuent, forcément, il y aura moins de consommation. Moins de consommation signifie qu'il y aura moins de pression qui sera exercée sur l'offre. Et donc, normalement, l'offre et la demande devraient s'équilibrer et cela devrait aboutir à une baisse des prix. Du moins, c'est la théorie. La question, c'est jusqu'où va aller la Réserve fédérale pour lutter contre l'inflation? Comment va-t-elle mesurer l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur l'économie au sens large? Alors, c'est le moment de parler d'un concept très important qui s'appelle le ratio de sacrifice. Et la Réserve fédérale ne va pas simplement augmenter les taux d'intérêt à l'aveugle, elle va essayer de faire des calculs préalables pour mesurer l'impact de ses décisions. Et donc, le ratio de sacrifice mesure l'impact de la hausse ou de la baisse de l'inflation sur le niveau de production du pays. Pour faire simple, cet indicateur permet de mesurer, ou du moins d'anticiper, les baisses éventuelles de production si on réduit le taux d'inflation de 1 point de pourcentage. Par exemple, disons que la Fed souhaite augmenter le taux d'intérêt de 1 point de pourcentage. La Réserve fédérale remarquera peut-être que la production du pays a baissé de 100 millions de dollars. Par conséquent, disons que l'inflation a baissé de 2%. Le ratio de sacrifice se calcule en divisant 100 millions par 2% et on trouve 50 millions. Et donc, pour faire baisser le taux d'inflation, il faut sacrifier 50 millions de production. Cela est un exemple théorique qui vous permet d'éventuellement de comprendre comment la Réserve fédérale va approcher cette question de l'augmentation des taux d'intérêt. Elle va se dire, elle, dans son esprit, augmenter les taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage ou de 3/4 de point de pourcentage va faire baisser la production de X montant, ce qui va peut-être être justifié ou non selon elle. Et c'est pourquoi elle va continuer à augmenter les taux d'intérêt, bien que cela va créer forcément du chômage derrière. La question, c'est quelle est la validité de ces modèles théoriques et est-ce que l'augmentation du chômage sera exactement telle qu'elle est calculée par la Réserve fédérale? Sera-t-elle moins pire qu'attendu ou sera-t-elle pire qu'attendu? C'est ça que vont mesurer les marchés financiers à chaque fois qu'il y aura une augmentation des taux d'intérêt. Et donc les marchés financiers font trois choses. Premièrement, ils anticipent, donc il y a toujours les rumeurs d'augmentation des taux d'intérêt et les marchés vont réagir en fonction des rumeurs. Deuxièmement, il y a l'annonce qui est faite par la Réserve fédérale et donc les marchés vont réagir à cette annonce. Et enfin, ils vont mesurer l'impact de la décision. Une fois que la décision aura été établie, que les taux auront augmenté, ils vont analyser la réaction de l'économie face à l'augmentation des taux. Et donc c'est pourquoi la bourse à court terme va rester extrêmement volatile puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes sur comment l'économie réelle va réagir à cette augmentation des taux. Et donc les banques centrales aujourd'hui, que ce soit les banques centrales canadiennes, anglaises, européennes ou américaines, ont le choix très difficile de l'augmentation des taux d'intérêt pour contrôler l'inflation au prix de créer une récession économique ou alors maintenir une inflation élevée au prix finalement que les gens perdent confiance en la monnaie et qu'on soit éventuellement confronté à une spirale hyperinflationniste, ce qui serait effectivement dramatique. Quelles sont donc les prévisions à court, moyen et long terme pour les actions et les obligations? Pour ce qui concerne les crypto-monnaies, je vous invite à regarder ma vidéo Faut-il investir en Bitcoin où je parle précisément d'une stratégie extrêmement cohérente à implémenter pour les gens qui souhaitent investir en crypto-monnaies. C'est une approche qui sera responsable et qui vous permettra de maintenir votre risque. Je vous incite à regarder cette vidéo pour en savoir plus. En ce qui concerne les actions et les obligations, voici les conseils que je vais vous prodiguer aujourd'hui. En ce qui concerne la bourse va rester extrêmement volatile et il se peut que le bear market actuel se prolonge tant que la Réserve fédérale ne change pas de stratégie et que les investisseurs y voient plus clair sur les conséquences réelles de l'augmentation des taux d'intérêt. Premièrement, il faut bien évidemment rester patient. Nous sommes dans un cycle baissier, ce qui est normal après 10 années de bull market exceptionnel. Et donc, c'est un cycle naturel du système économique. On a des expansions qui sont suivies par des sommets, par des contractions, des baisses, des creux et des reprises. Donc, nous sommes actuellement dans la période de baisse et peut-être qu'un creux va approcher bientôt. Néanmoins, il faut simplement rester patient et comprendre que ça fait partie de la montagne russe de l'économie et de la bourse. Deuxièmement, il faut à tout prix éviter la spéculation. Il ne faut pas chercher à investir dans les actifs spéculatifs simplement parce qu'ils ont du bon marketing. Il faut s'en tenir aux fondamentaux et ne pas chercher à faire de l'argent rapidement. Et donc, il faut plutôt chercher la qualité plutôt que les promesses d'avenir. Cela dit, il faut essayer d'acheter des actifs de qualité à prix réduit. Pendant une crise, les actions blue chip qui sont en solde et donc qui ont été injustement punies par le marché sont des excellentes affaires et donc il peut faire sens d'acheter des actions individuelles si vous estimez que celles-ci sont de qualité, c'est-à-dire qu'elles génèrent des revenus et des profits qui sont stables, qu'elles ont des business models qui sont extrêmement solides, qu'elles ont des bilans qui sont également en bonne situation. Donc c'est à vous d'aller analyser individuellement ces actifs et déterminer lesquels ont été injustement punis par le marché et ensuite de les acheter et de les conserver à long terme. Il ne faut pas s'attendre à ce que ceux-ci vont vous faire gagner de l'argent rapidement. C'est un pari sur l'avenir en espérant que dans 5-10 ans, ce pari sera gagnant. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment analyser des actions individuelles,
j'ai produit une vidéo que vous pouvez consulter, le lien sera dans la description. Le quatrième conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de vous diversifier un maximum. D'une part, diversifiez-vous à l'intérieur des classes d'actifs et ensuite diversifiez-vous entre différentes classes d'actifs. Donc la diversification à l'intérieur d'une classe d'actifs, cela signifie, par exemple, si vous avez des actions, d'acheter des types d'actions différents. Par exemple, des actions à croissance, certes, mais également des actions défensives, par exemple. Cela vous permet déjà une première forme de diversification. Ensuite, dans les différentes classes d'actifs, c'est-à-dire acheter des obligations, acheter des actions, acheter de l'immobilier, éventuellement acheter de l'or ou des matières premières, tout en suivant une allocation d'actifs stratégiques qui sera prédéterminée, mais diversifiez-vous au maximum. Cela permet d'éviter que votre portefeuille soit trop volatile pendant les périodes troubles. Le cinquième conseil consiste à continuer votre DCA sur les grands ETF, ETF S&P 500, ETF Nasdaq, ETF World, etc. Continuez de faire du DCA à long terme. Si vous avez vu ma vidéo sur comment investir en bourse, vous saurez qu'il n'y a pas de moment parfait pour investir et que le DCA arrive en troisième position des meilleures stratégies d'investissement, derrière le timing parfait, ce qui est tout simplement impossible, et derrière également l'injonction immédiate d'une grosse somme d'argent en bourse, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Souvent, les gens qui ont un revenu fixe investissent de manière régulière et c'est l'une des meilleures stratégies implémentées. Donc, continuez à faire votre DCA à long terme. Et enfin, vous pouvez essayer de tenter une gestion plus active, donc en faisant du stock picking, comme je l'ai dit auparavant, en achetant des actifs de qualité à prix réduit, ou alors via des fonds SICAV par exemple. Dans les périodes de grosse volatilité ou lorsque le marché est plat, parfois la gestion active peut permettre de battre le marché. Je sais que c'est une opinion controversée que tout le monde ne partage pas, mais vu le contexte actuel, c'est peut-être une bonne idée. Si vous souhaitez en savoir plus, dites-moi en commentaire et je pourrais éventuellement vous proposer quelques idées d'investissement. Et enfin, pour finir cette vidéo, je vais parler rapidement des obligations. Le marché des obligations est entré dans un bear market également, ce qui est du jamais vu depuis une génération. Et donc forcément, les obligations à court terme vont souffrir, du moins ce qui est du prix des obligations. L'augmentation des taux d'intérêt entraîne la baisse du prix des obligations. Vous pouvez consulter ma vidéo comment investir en obligations pour en savoir plus sur comment ça fonctionne. Mais forcément, si vous êtes investi dans des fonds obligataires, attendez-vous à ce qu'il y ait une baisse du prix des obligations. Cela dit, la contrepartie de la baisse du prix des obligations, c'est que les rendements peuvent augmenter. Donc si vous détenez des obligations via des fonds d'investissement, il se peut que vos rendements augmentent. Si vous achetez des obligations individuelles, c'est peut-être le moment d'investir en fonds obligataires ou en obligations individuelles, puisque vous pouvez acheter des obligations à faible prix, vous les gardez jusqu'à maturité et vous recevez le principal. Donc réalisez une plus-value et en plus vous allez peut-être avoir des rendements qui sont un peu plus élevés que la normale. Donc sur le marché des obligations, certes c'est douloureux pour ceux qui ont acheté des fonds obligataires il y a 1 an ou 2, mais pour ceux qui cherchent des opportunités, c'est peut-être le moment de faire des bonnes affaires. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.